Nature émotive, là où le succès se raconte. Bienvenue à Nature émotive. Aujourd'hui, comme je le fais tout le temps, je vais juste lire un petit peu une petite introduction. Cet épisode-ci, je l'ai redouté depuis longtemps. C'est pas un épisode qui va être nécessairement facile à livrer. On va traiter d'un sujet qui touche malheureusement à beaucoup trop de monde. Et pas parce qu'il n'est pas important, au contraire, je l'ai évité, je pense, parce que c'est un sujet qui est lourd, puis un sujet qui dérange, qui secoue, puis qu'on doit enfin aborder. Je suis honoré de l'aborder avec vous aujourd'hui, mesdames. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de deux femmes parmi les voix les plus influentes du Québec sur le sujet. Sylvie Boivin, tu es directrice générale du Centre de prévention du suicide de Montréal. Ton leadership et ton engagement touchent concrètement des milliers de vies chaque année. Julie Kim Godin. Julie Kim est avocate de formation et coroner qui a présidé plusieurs enquêtes publiques et des investigations sur la thématique. Tu es aujourd'hui avec nous du Bureau du coroner du Québec. Ton regard lucide sans compromis confronte la réalité et les leçons de notre société. Et nos organisations et nos leaders doivent en tirer justement ces leçons-là. Vous le devinez, dans cet épisode-ci, on va parler de suicide, de prévention, de leadership, du tabou et de notre responsabilité. On va confronter les réalités déconstruites sur ces mythes, puis on va explorer aussi ce que chacun peut faire pour faire une vraie différence autour de soi, dans son milieu de travail et dans la communauté. Premièrement, mesdames, bienvenue à Nature émotive. Merci de votre confiance. Puis merci de donner votre temps à ce sujet-là qui n'est pas facile. Comme je le disais, puis on a allégé ça, puis on en a ri un petit peu dans les rencontres, mais il y a vraiment quelque chose en arrière de ce sujet-là, moi, qui me freinait ou qui me... Pas que je voulais pas l'aborder, mais qui me faisait peut-être douter d'aller là ou est-ce que j'ai besoin d'aller là, tu sais, avec la plateforme qu'on a. Puis j'ai été rassuré rapidement avec Sylvie, Julie dans les rencontres ou avec l'équipe aussi du CPSM. J'ai été rassuré vite que c'est pas obligé d'être dark, puis c'est pas obligé d'être triste, puis c'est pas obligé d'être ça. Tu sais. Rapidement, en 2024, 10 782 personnes se sont rendues aux urgences pour des idées suicidaires. Ça, c'est juste à Montréal. C'est 548 hospitalisations pour tentatives qui ont été recensées à Montréal. Et 70 000 personnes de 15 ans et plus ont pensé. Ça dit quoi, ces chiffres-là? Bien, c'est sûr que c'est des chiffres qui peuvent faire peur à la base. Quand tu entends ça ou que tu vois ça circuler, tu te dis hey, c'est tellement de monde qui sont touchés par cette thématique-là. En même temps, il faut se rappeler que le suicide, c'est multifactoriel. Ça, c'est, je pense, l'importance de se rappeler que il n'y a pas qu'un seul événement qui amène les gens à penser au suicide. Il y a souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, je l'appelle comme ça, là, mais souvent, c'est sous la trame de plusieurs autres problématiques ou plusieurs autres situations qui amènent la personne à vivre de la détresse. Mais on ne peut pas se cacher non plus les yeux en se disant que dans les dernières années, on a vécu des trucs hyper difficiles pour plein de gens, des pertes d'emploi, une augmentation du coût de la vie, de la difficulté à se loger. Et là, j'en passe. Là. Il y a beaucoup de choses qui se sont produites dans les dernières années qui nous amènent à se dire, ben il y a des gens qui ont vécu de la détresse. Il y en a qui ont une grande résilience. Il y en a d'autres que par une multitude de raisons, ça les a touchés, puis ça les a pris de court, puis c'est comme un raz de marée, ça les a ramassés, je vais dire ça comme ça. Alors oui, c'est des gros chiffres, mais tu sais, c'est pour ça que ça n'a pas besoin d'être dark, c'est parce qu'il y a de l'espoir. Puis moi, c'est ça aussi, aujourd'hui, que j'ai envie qu'on jase, c'est l'espoir qu'il y a lié à la prévention du suicide. Les deux, puis là, je m'adresse à vous deux, puis soyez bien à l'aise. Tu sais. Pourquoi, je m'étais noté ici une question, tu sais, pourquoi est-ce que ces expériences-là restaient si souvent silencieuses, mais même à l'inverse de ça, puis vous pouvez répondre comme vous voulez, là, comment deux femmes aussi pétillantes, aussi, à la limite, même drôles, là, tu sais, je vous connais pas personnellement nécessairement, mais déjà, on est en studio en arrière-scène, puis ça niaise, puis on rit, puis je veux dire, ça doit être quand même peut-être difficile. De mon point de vue, à moi, on dirait que je me dis, ça doit être tellement difficile comme job, faire ça à temps plein. Mm.
Vas-y donc. C'est une bonne question, là, mais Ben, c'est sûr qu'au quotidien, on est confronté à des situations qui sont difficiles, on a un travail qui est exigeant, mais on y trouve un sens parce que tu parles de statistiques, mais derrière toutes ces statistiques-là, il y a des personnes qu'on peut aider. Et de par leur histoire, on peut en tirer des leçons, on peut identifier des leviers de changement pour pouvoir justement aider toutes ces personnes-là et puis changer le cours de leur histoire, puis prévenir des décès. Puis c'est vraiment de mon côté, c'est ça qui m'anime, c'est de pouvoir avoir un impact sur la trajectoire de vie de plusieurs personnes, de sauver des vies en quelque sorte. Parce que faut pas oublier, derrière tous ces chiffres-là, oui, il y a la personne qui est visée, mais il y a aussi des familles, il y a des enfants, il y a des amis, il y a des collègues de travail, il y a des voisins. Donc, c'est tous ces gens-là que nos actions peuvent influencer. c- c- Mais je trouve ça vas-y, tellement Sylvie. intéressant. J'aurais pu faire du copier-coller sur ce que Julie Kim dit, mais je vais y aller avec ma propre vision. En fait, ça prend aussi des personnes qui ont cette joie de vivre-là ou ce bonheur-là actuellement, parce que ça ne veut pas dire que je suis pas... je ne suis pas à l'abri de vivre des moments de détresse, moi non plus. L'humain étant ce qu'il est, vit des situations difficiles, mais pendant que je vis ce bien-être-là, ben, tant mieux si je peux le mettre à profit pour soutenir d'autres personnes, collaborer avec mes collègues du CPSM, mais de tous les partenaires avec qui on collabore. Alors, je pense que le fait d'être enjoué de bonne humeur, c'est qu'on mise sur l'espoir qu'il y a toujours des bons moments. Alors, moi, je reste très positive. C'est vrai que j'aime l'humour, j'aime avoir du plaisir. Il y a des moments, il y a des sujets très sérieux qu'on peut traiter avec sérieux, mais n'empêche que la personne qui est derrière ce sujet sérieux-là peut être tellement vivant, de bonne humeur. C'est important, je crois, de garder Je trouve ça ça. tellement cool, votre réponse. Tantôt, tu disais, Julie Kim, tu disais sauver des vies, tu sais. Puis pendant 2 secondes, mon cerveau est allé ailleurs, puis c'était tout simplement C'était quoi le rêve d'enfant, tu sais, de Julie Kim? Y a-tu des gens qui rêvent d'être coroner? Tu sais, on dirait qu'il y a plein de questions que j'ai le goût de poser parce qu'on parle jamais de ces sujets-là. On le voit jamais. Fait que comme enfant, je rêvais pas d'être coroner. Je savais même pas qu'est-ce que ça faisait être OK. coroner. Fait que moi, j'étais avocate de formation. Je rêvais d'être avocate. Puis en travaillant comme avocate en droit de la santé, en litige, j'ai découvert le travail de coroner. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que le travail de coroner, c'est un travail d'enquête. Et donc, on va investiguer tous les décès qui surviennent dans des circonstances particulières, comme évidemment les morts obscures, les morts violentes, et donc les suicides possibles, suspectés, ou même, bien évidemment, ceux qui sont avérés. Et de par notre travail, on va amener des réponses aux familles. On est vraiment en quête de vérité. Et on va investiguer tous ces décès-là d'une manière indépendante, approfondie, diligente, puis peu importe d'où vient la personne. Donc, on va mettre en lumière l'histoire de la personne qui est décédée, que ce soit une personne qui est sans abri, que ce soit une personne qui est chef d'entreprise. On va l'investiguer pour vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On ne va pas juste investiguer la personne, l'individu, mais on va investiguer sa trajectoire de vie, son environnement, son milieu de travail, son milieu familial, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et déterminer s'il y a des opportunités qui auraient pu être bonifiées pour pouvoir tirer des leçons de ces événements-là. Donc, je connaissais pas le travail de coroner quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, mais en le découvrant, j'ai trouvé vraiment un emploi, une carrière qui donne un sens à ce que l'on fait. Je pense que c'est ça qui est le plus inspirant de notre travail. Définitivement, Sylvie. T'as l'air Elle est de tellement te super en contenir. plus. Moi, je l'aime tellement. Mais en fait, moi non plus, j'avais le rêve d'être avocate. Hey, c'est-tu drôle? Je Ouais. voulais faire ça dans la vie. Bon, le contexte n'a pas permis ça, mais ce que je savais, en fait, pourquoi je voulais être avocate, c'était pour aider les gens. C'était ça l'objectif. Alors, j'ai trouvé mon compte en allant au travail social. Mais j'ai travaillé avec une multitude de Ben, populations. Ça fait c'est ce que juste j'allais te 4 ans. demander, Ben exact. oui, ça fait juste T'as 4 fait, ans t'as que fait je plein de choses, là. travaille en prévention du Ouais. suicide. De façon très spécifique, hein, parce que le CPSM, c'est 100% de son temps est dédié à la prévention, à l'intervention ou à la postvention dans le domaine du suicide. Mais C'est quoi de la postvention, la excuse-moi? postvention, ça vient après un Ah, suicide, OK. malheureusement. C'est là OK. où souvent on va parler aussi avec les coroners. Tu sais, Ouais. c'est dans ce contexte-là qu'on va travailler plus ensemble. Mais j'ai travaillé en intervention sociale auprès des enfants, auprès des jeunes en troubles de comportement, auprès des femmes victimes de violences, auprès des personnes judiciarisées, en itinérance, auprès des gens qui consomment des drogues par injection, inhalation. Et
ce qui est, je dirais, transversal à toutes ces populations-là, c'est que le suicide n'est pas étranger à leur réalité. Ça peut arriver que ça fasse partie, à un moment donné, d'une pensée, d'avoir des idéations suicidaires pour toutes les populations que je viens de parler là. Alors, j'ai envie de dire que le suicide, ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de genre. Le suicide, ça peut toucher n'importe qui. Julie Kim l'a bien dit, quand elle investigue auprès d'une personne en situation d'itinérance ou de précarité ou une personne qui est chef d'entreprise, Mhm. c'est le suicide c'est ça qu'on regarde, c'est tout l'écosystème autour de la personne. Alors, ça peut toucher tout le monde, cette problématique-là. Est-ce que c'est devenu peut-être un... Bon, j'ai goût de dire cliché, là, c'est peut-être étiquette, mais est-ce que c'est devenu un cliché, ça? Comment je peux dire ça? Puis là, je veux pas... On dirait qu'on dit tout le temps, tu sais, ça arrive tout le temps ailleurs. Tu sais. On voit ça juste à la télé. C'est tellement pas ça. Là. Moi, juste les stats, quand vous nous aviez partagé les stats, je veux dire, je savais que c'était une problématique, mais dans cette envergure-là, jamais. Tu sais. Fait qu'est-ce que, si je reformule une question qui fait du sens, parce que ça faisait pas de sens, ma question, là, mais tu sais, est-ce qu'il y a des clichés ou des idées reçues autour du suicide qui sont peut-être dangereuses ou qu'il faudrait venir déboulonner puis défaire ce cliché-là pour le rendre plus facile à sensibiliser ou à discuter ou à... Bien, une stat qu'on n'a pas nommée encore, mais qui est Mhm. quand même importante pour Montréal, parce que nous, c'est vraiment sur le secteur Montréal là, qu'on agit. Bien, on a encore 4 suicides par semaine à Montréal, et ça depuis 15 ans. Oui. Alors, si on regarde ça tout froidement, là, tu sais, je suis d'un côté rassurée en me disant qu'il n'y a pas eu d'augmentation, considérant tout ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Là. Tu sais, qu'on a Mhm. eu une grosse pandémie, et ça a joué sur l'emploi, tout. etc., sur plein de Ouais. choses. Alors, à l'heure où on se parle, on n'a pas toutes les statistiques de 2024-25, là, parce que c'est l'après-coup là, qui risque de bouger un peu, mais ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il y a des actions qui sont posées, puis ça a un impact. Somme toute, il faut faire mieux. Il faut continuer à mettre en place des stratégies puis de diversifier nos actions. Tu parles de mythe ou de... Ben, en fait, c'est que souvent, on va penser que la personne qui va penser au suicide, c'est la personne qui est tout le temps amorphe, en détresse. Oui, il y a des signes psychologiques, des signes dans le verbal, des signes dans le moteur, là, dans la façon de travailler, d'être avec les collègues, mettons, au travail. Oui, il y a des changements. Tantôt, on pourra les adresser si tu veux bien. C'est quoi qu'on peut remarquer chez quelqu'un qui a des idéations suicidaires? Ben, Mais tu sais, on l'avait... un petit peu plus tard, on devait on en l'avait un parler petit de peu ça. plus tard dans notre discussion, mais l'idée, c'est un petit peu ça, je pense, c'est d'aller cerner, puis comme Julie Kim, tu le disais bien, c'est d'aller cerner peut-être avant de rentrer dans ce sujet-là, qu'est-ce qui fait que deux personnes comme vous vont s'attaquer à une problématique comme celle-là de front, puis ça prend des gens qui sont solides, ça prend des gens qui ont l'humain à cœur, tu sais, profond, là. Je veux dire, ce que vous faites, c'est pas des jobs... On vend des sites web et des logos, là, tu sais. On n'est pas dans le même... C'est pas le même quotidien, là. Je veux dire, moi, je trouve ça vraiment impressionnant pour vrai. Je veux vous le dire. Vraiment. Merci. Puis je voulais juste rajouter, tu mentionnais là, que ça touche tout le monde. Même nous, on dit souvent, le suicide, il n'est pas raciste, il n'est Non. pas Non, sexiste, c'est ça. il touche tout le monde. Ça touche. Puis ce qui nous inquiète, en fait, ce qui est préoccupant, c'est que ça touche de plus en plus les jeunes. Ouais. Avant, on voyait, puis on ne parlait pas de suicide chez les enfants. Maintenant, malheureusement, on parle de plus en plus, on voit de plus en plus comme coroner d'idéation, d'hospitalisation chez les jeunes filles, les jeunes garçons, les adolescents. C'est un enjeu qu'on voit. Donc, quand on parlait qu'on voit des personnes en situation d'itinérance, des chefs d'entreprise, mais ça peut être aussi leurs enfants, leurs cousins, leurs cousines. Donc, ça touche vraiment toutes les strates de la société. Puis je pense que, justement, dans nos rôles, c'est ça qui nous inspire, c'est de pouvoir avoir un impact sur toute cette population-là. Puis comme citoyen aussi, on veut pouvoir contribuer à la prévention du suicide. Puis qu'est-ce qui explique ça? Est-ce qu'on le sait? Sans s'avancer, est-ce que c'est peut-être l'accès à... Tu sais, j'ai deux jeunes petites filles, très, très jeunes, ils n'ont pas de téléphone encore, rien, mais ça n'a pas rapport du tout avec notre entrevue, là, mais tu sais, je suis juste... Des fois, c'est une question pour des parents, tu sais, on se dit, ça va être quoi quand ils vont avoir des téléphones? Puis ça compte pas que ce soit un petit gars ou une petite fille, mais on dirait que pour moi, une petite fille est un peu plus à risque des fois en ligne, je sais pas. Peut-être que c'est mon côté naïf de papa, là, mais je me dis... Quand je dis à risque, c'est tu sais, de la cyber-intimidation. C'est l'image de la femme maintenant qui
qui parlent quasiment à des enfants là, en ligne. Des fois, c'est un peu weird. Est-ce que tout ça est Ben, Je sais pas. comme Sylvie, tu je le te laisse disais, répondre parce que c'est je veux pas... multifactoriel. En même temps, j'entends que toi, tu es préoccupé parce que tu es un parent qui a 2 enfants, puis tu dis, ben là, écoute, ça se peut très bien que mes enfants soient touchés par ça. C'est vrai que les jeunes filles sont davantage présentes dans nos statistiques, surtout au niveau de l'hospitalisation. Les hommes en haut de 35 ans demeurent quand même la tranche de personnes qui se suicident davantage. Tu sais. Alors, il faut rester que ces stats-là existaient il y a 15 ans, ils existent encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'on voit arriver des nouvelles populations qu'on voyait moins? Peut-être. Est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas avant? Bien là, il y a aussi tu sais, l'œuf ou la poule. Maintenant, on en parle davantage, on offre les ressources qui sont existantes, on en parle, on les voit affichées. C'est quelque chose, tu sais, c'est tellement... Puis c'est triste que ce soit encore autant tabou parce qu'on pourrait parler là, de la valorisation de la demande d'aide, à quel point c'est fort de demander de l'aide quand on va pas bien, mais ça veut dire quand même que ces informations-là circulent. Ça veut dire que les jeunes, s'ils nous appellent pour dire qu'ils ont des idéations suicidaires, c'est que on leur permet de le faire, on leur parle que c'est correct d'appeler pour demander de l'aide. Là, on parle de la 866 appel parce que c'est ce que le CPSM fait, tu sais, comme plusieurs autres lignes au Québec. Mais c'est vrai qu'on a plus de jeunes. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, on forme nos intervenants puis nos formateurs à donner de la formation pour intervenir auprès des enfants 5-13 ans. Il y a 20 ans, on ne parlait pas d'intervenir en prévention du Aussi jeune que suicide. ça? Oui, on commence jeune à en parler. C'est une thématique parce qu'ils ne le diront pas dans les mêmes mots. Ils ne diront pas, ah, je vais me suicider, mais tu sais, je ne suis pas bien, je suis pas bien. Pourquoi? Tu sais, il y a quand même des signes qui nous laissent présager que cet enfant-là ne va pas bien. Tu sais. Puis il y en a eu des suicides chez les enfants. On ne veut pas ça. Alors, il faut agir, il faut intervenir, puis il faut leur dire que ça existe, l'aide. Dès qu'on peut leur en parler, il faut en parler. Puis, même à la limite, tu sais, ce qui est plate, c'est que je m'avance peut-être, mais de cet âge-là, aussi jeune que 5-13 ans, c'est l'âge où on va aller à l'école, puis c'est où on va traîner ça pour plusieurs années à travers secondaire, cégep, université, puis les premières expériences de travail. Tu sais. Fait que vous intervenez, je ne le savais pas, vous intervenez aussitôt que ça. Oui. Puis dans la tranche, mettons, plus vieille, est-ce que c'est une problématique aussi? Donc, Oui, les nouveaux travailleurs ou même pas les plus vieux, là, c'est chiant, dit de même, là, mais ouais, tu sais, les travailleurs, point, est-ce que c'est ciblé aussi? Puis est-ce que vous avez des stats qui, à la limite, moi-même, j'en ai appris quand tu me l'as partagé, Sylvie, que dans les bureaux, c'est aussi présent. Je savais pas. Ben, en Qu'est-ce fait, qui fait, tu sais, qu'on ne sait pas ça, puis que c'est pas ben, là, plus mis de l'avant? Je sais pas. encore là, c'est un sujet qu'on ne veut pas trop entendre. Ouais. Hein. On veut pas être. Puis là, on pourrait parler d'un gros mythe qui dit que si on en parle, ça contamine puis ça donne envie aux Ouais. autres de passer à l'acte. Non, ça, c'est un très grand mythe d'en parler. Si tu n'as pas ça en dedans de toi, si tu ne le vis pas intrinsèquement, tu diras pas, ah, ça me donne l'idée d'aller me C'est pas suicider. contagieux, là. Non, c'est pas contagieux. Là. On parle pas de la gastro. Tu sais, on parlait de la gastro tantôt. C'est pas la gastro. Ça peut permettre, par exemple, à quelqu'un qui vit peut-être un moment difficile de dire attends un peu, il y a de l'aide qui existe. Parce que d'en parler, c'est ça que ça fait. Ce qu'on peut contaminer, c'est le positif de la chose. C'est dire ah, cette personne-là a été game d'en parler, ça veut dire que moi aussi, je peux en parler. Fait que ça peut se contaminer, puis tant mieux. Parce qu'on voit les gens, les statistiques chez nous ont augmenté. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de détresse? Peut-être, ou c'est parce qu'on en parle davantage. Tu sais, on a mis en place des programmes en santé mentale. C'est rendu fort de parler de santé mentale, de dire ça se peut qu'on vive des enjeux de santé mentale. Nous, on travaille fort à ce que les gens puissent avoir accès aux ressources qui existent quand ça se pointe le bout du nez. Tu sais, c'est pas prévu, mais c'est dur. C'est pour ça que je dis que je parle souvent de l'œuf ou la poule. C'est parce qu'il y a plus de détresse ou c'est parce qu'on en parle plus, donc les gens savent où se référer. Tu sais, il y a ça aussi. Ben, tu sais, on s'en revient un petit peu aux enfants. Là. Je prends juste cet exemple-là parce que c'est flagrant, mais l'utilisation de téléphone, étant nous en marketing, Ouais. c'est un peu de la métrique qui serait de notre côté à nous. Là. Ouais. C'est fou l'utilisation de téléphone. Là. Tout Ouais. se fait par le téléphone maintenant. Donc, Ouais. même le desktop, réfléchir à un site web, on va réfléchir au mobile en premier. Fait que si tu penses à l'utilisation de téléphone d'un enfant, là, excusez-moi, j'appelle ça un Commence enfant. là, hein? 10, 11, 12 ans, c'est un enfant. Ouais. Tu sais, t'as accès à tout, là, puis on sait ce qu'il y a sur le web. Là. Fait que, Puis en contrepartie, tu as puis accès à en des ressources contrepartie, aussi, par exemple. exactement. Donc, Parce tout est que accessible. c'est C'est là où je ça. voulais aller. C'est Oui, que on le mixe des deux. c'est accessible, mais comment on peut le mettre peut-être plus de l'avant? Vous le faites déjà bien. On continue à le faire et c'est important de le Tu sais, faire. Ce que je me demande, moi, c'est plus
plus vieux, au niveau des leaders, puis au niveau des... Je sais pas si c'est chez l'adulte que c'est plus peut-être difficile de se commettre à les... Je vous lance là, juste parce que je me compare, mettons, à moi, mon thinking, moi, mon frein ou mon blocage à ce sujet-là. C'est un blocage qui est complètement naïf parce que je le connais pas, le sujet. Mm. Tu sais, quand on maîtrise pas, on a des fois l'impression que on voudrait pas parler ou dire la mauvaise chose ou de... Fait que je peux juste imaginer quelqu'un qui est dans une situation ou quelqu'un qui se fait approcher par quelqu'un qui est dans une situation. Comment un leader devrait gérer ça? Un manager, un directeur des ventes, n'importe quel employeur, dans sa tranche, comment on gère ça? Ben, as-tu envie de répondre? Tu veux que j'aille, vas-y. Allez-y, Ben, je vais vous commencer, amène puis ailleurs. je là. suis sûre que tu vas être capable Compléter. de rajouter, mais si on parlait des enfants, Mm. dans les écoles maintenant, on parle systématiquement de santé mentale. Il y a des protocoles, Ouais. il y a des personnes ressources. On a parlé tantôt des plans d'intervention, puis des lignes directrices pour parler de santé mentale puis de prévention du suicide pour les enfants, même à partir de 5 ans. Il y a une structure pour favoriser la santé mentale et à la prévention du suicide. Donc, on parle maintenant de leaders. Est-ce qu'on pourrait s'inspirer de ça? Parce que c'est facile pour les enfants, c'est facile de rejoindre les enfants. Ils sont tous à l'école. Donc, on a une structure qui est facilement mise en place pour les rejoindre. Maintenant, le questionnement, c'est comment on fait pour rejoindre les employés? Comment les leaders peuvent mettre en place, justement, un peu comme pour les enfants, un cadre, un environnement où les services sont connus, ils sont facilement accessibles et que c'est normalisé de parler de santé mentale puis d'aller chercher de l'aide. À l'école, c'est facile. Il y a toujours presque toujours une travailleuse sociale, une psychoéducatrice à qui Ouais. les jeunes peuvent aller parler. Là. Souvent, ils disent dans les milieux que je connais, c'est la madame qui résout les problèmes. Bon, ben dans les leaders, est-ce qu'ils peuvent justement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre en place, Ça nous prend des madames qui résolvent les problèmes. ou des messieurs, Oui, monsieur. parce qu'il y a des milieux où ce qu'on veut, c'est rejoindre les gens qui ne sont pas portés à demander de l'aide. Puis c'est ce qu'on voit comme coroner, malheureusement, c'est quand on voit que le milieu de travail aurait pu être un acteur en prévention du suicide, c'est là où les gens ne sont pas portés à demander de l'aide. Donc, il faut que les leaders réfléchissent à comment on peut mettre en place des stratégies pour rejoindre nos employés, pour créer un cadre, un environnement où la demande d'aide est normalisée et qu'ils savent où aller chercher de l'aide. Parce que souvent, ce que moi je vois dans mes histoires, puis on s'entend, c'est généralement des histoires qui finissent pas bien, c'est que les gens ne savent pas où demander de l'aide. Donc, c'est ça, je pense que comme leader, on pense à des leaders pour qu'ils mettent en place des idées créatives. Tu dis, ils savent pas, on reste sur les deux créatifs, là, mais tu dis, tu sais, ils savent pas comment demander de l'aide. Je pense que des fois aussi, peut-être, les gens pensent qu'ils n'ont pas d'aide, Oui. se sentent peut-être isolés ou il y a une genre de solitude autour de ça. Ça se peut-tu? Tu sais, qu'il y Il a y un a beaucoup de réflexe de honte, hein, comme encore dans les tabous qu'on ouais, parlait. Les honte gens ont honte ou de dire j'ai de la détresse ou j'ai demandé de l'aide. la Ou je suis vulnérabilité, là, tu sais. fort ou je suis forte. Parce que là, tu sais, on a eu, tu sais, avant, on disait les hommes, c'est fort, ça pleure pas. Tu sais, on a évolué, heureusement qu'on a évolué à ce niveau-là, mais homme ou femme, je dirais la honte de dire je suis en détresse, d'affirmer quelque chose de je suis pas assez forte actuellement pour me sortir de ça. Puis j'ai envie de dire, si on parle des leaders, on parle de. Mais chaque personne peut faire une différence. Puis les gens se mettent une pression immense. Ouais, mais moi, je ne suis pas une personne qui résout ces problèmes-là. Là, je ne suis pas à l'aise. Puis j'en parle des fois avec des collègues de d'autres milieux de travail. On parlait de. Dans n'importe quel milieu où ce qu'il y a habituellement, il n'y a pas de travailleurs sociaux, il n'y a pas. Mais tu n'as pas besoin d'être travailleur social pour soutenir quelqu'un qui est en détresse. Puis, excuse-moi, Sylvie. Pas de problème. Et Julie, on continuera sur les leaders. C'était vraiment intéressant, là. Ben, en fait, la question se pose pour vous deux, tu sais. Comment est-ce que j'empiète pas sur quelqu'un? Ben, on Moi, c'est n'empiète ça jamais où ça sur serait quelqu'un. comme On empiète. Il faut juste trouver le comment confort. je gère ça, là, tu sais. Je gère ça, c'est dans l'intimité de cette situation-là, c'est sensible, puis j'ai l'impression que je saurais pas quoi dire, mais c'est pas normal, on devrait être pas formé, là, tu sais, je veux dire, il y a pas de livre là-dessus, mais Sais-tu qu'est-ce qui est le mieux? J'ai envie de dire que c'est pas ce que tu vas dire. Ce qui est le plus important, c'est l'écoute c'est que tu vas d'écouter. avoir. Ouais. Alors, des fois, on pense qu'il faut dire absolument quelque chose là-dedans. Non? Si tu es juste disponible, tu es dans l'écoute, puis après ça, c'est que la personne est soit dans un brouillard, là, elle n'en voit plus d'options. Tu sais, tu disais,
J'en vois pas d'aide, là. Il n'y en a pas d'aide. Bien, c'est sûr parce qu'elle est absorbée par le mal-être qu'elle vit à ce moment-là ou la détresse qu'elle vit à ce moment-là. Si toi, tu es dans l'écoute, tu fais juste dire, écoute, je vois que c'est rough pour toi, là. Puis, tu sais quoi, j'ai envie de te donner des cues. Laisse-moi checker ça, je vais essayer de t'aider. Mais là, tu démontres juste de l'ouverture, de l'écoute, de la disponibilité, puis c'est ça que chaque personne peut faire. C'est ça que chaque leader peut faire. Tu sais, dans l'entreprise privée, le patron, là, il se sent super imputable de tout, puis là, si quelqu'un ne file pas, ben, il est moins performant. C'est des signes. Tu sais, une personne qui a toujours été performante, du jour au lendemain, devient de moins en moins performante, rentre un peu plus négligée, s'en fout un peu de ce qui se passe au day-to-day, là, tu sais, comme dans son monde. Il y a un indice. Ben, c'est un indice. Puis là, on se dit, bon, de moins en moins un bon travaillant, celui-là, mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être justement un moment de détresse que cette personne vit. Alors, dans l'écoute, dans juste, hey, ça se peut-tu, Stéphanie, Stéphane, y a-tu quelque chose qui se passe avec toi? Tu sais, j'aimerais ça t'entendre. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux faire de quoi pour toi? Et des fois, c'est juste d'être dans l'écoute. Alors, on n'a pas besoin de tout savoir, d'être formé. Après ça, il y a des gens qui vont prendre le relais, comme le Centre de prévention du suicide, entre autres. Nous, c'est des gens qui sont formés pour le faire, mais on vient après coup. Souvent, on vient après coup. C'est quelqu'un qui a dit, hey, je te donne un numéro de téléphone. Hey, je reste avec toi. Veux-tu appeler là? Je reste avec toi. Ou veux-tu que j'appelle pour toi? Puis après ça, je te passe la personne. Ça se peut aussi. Il y a plein de méthodes d'aller chercher du soutien puis de l'aide. Puis est-ce qu'on vit un... Est-ce qu'un scénario où la personne se sentirait mis sur le spot, là, genre? C'est pas la bonne expression, mais tu sais, est-ce que ça peut peut-être amener à ne pas vouloir le partager, ne pas vouloir se renfermer sur cette problématique-là? Parce Oui. que ça, c'est plate, mais... Et là, ça peut être dans, tu sais, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est dire, je vois qu'il y a eu des changements, Ouais. je te sens moins présent, je te sens plus fatigué, on dirait que tu consommes plus d'alcool. Tu sais, ce genre de trucs là, qu'on remarque parce qu'il Il y y a a des des choses dans indices. des indices, puis est-ce que ça va bien? Tu sais, des fois, on pose la question, vous savez comment c'est très générique. Comment ça va? Ouais. Ça va? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. C'est particulier comment on va tout bien tout le temps. Et je suis sûre qu'à chaque jour, on va pas bien tant que ça tout le temps. Mais tu sais, de juste de dire, OK, je te sens moins comme d'habitude, y a-t-il quelque chose? Alors, on est plus dans l'écoute. Mais ce que je vois dans mon quotidien, puis ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que le leader n'a pas besoin d'être un thérapeute ou d'être un intervenant. Je pense que son rôle, c'est davantage de créer un environnement où c'est normalisé d'écouter, de parler. Et aussi, on parle de, on va les référer au CPS, mais le leader, son rôle, c'est justement de faciliter la demande d'aide, de mettre en place des mécanismes, des stratégies, il peut être créatif, pour faire connaître les ressources d'aide, vous faire connaître. Et dans certaines organisations qui sont plus, je ne vais pas dire importantes, mais qui ont plus d'employés, une plus grande structure, c'est de mettre en place des programmes d'aide, des programmes de soutien, de les faire connaître, puis de s'assurer qu'il y a des stratégies pour les faire connaître de manière répétée, pas juste la première journée où on commence son emploi, là, puis qu'on dit « Ah, voici le papier du programme d'aide », puis on n'en reparle plus. Il faut normaliser cette demande d'aide-là. Parce que, comme on disait, des fois, il y a des silences, des tabous, on n'est pas à l'aise d'en parler. Donc, il faut briser ces tabous-là, cette peur d'en parler, parce que souvent, le silence, comme on disait, ça peut provenir de la peur du jugement de son entourage, que ça a un impact sur sa trajectoire de carrière, sur qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Donc, je pense qu'il faut briser ce cycle-là. Puis en parlant, puis en ayant un environnement sécuritaire, on peut favoriser, le leader peut favoriser puis agir en amont, prévenir. Sécuritaire puis bienveillant. Ouais. Est-ce qu'il y a... Je pose la question, Sylvie, tu peux me répondre, je suis sûr. Est-ce qu'il y a des programmes qui existent, genre, déjà Oui. pour mettre en place des... Bien, là, il y a une loi qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps, qui est la loi 27, qui encadre tous les risques psychosociaux. Et ça, il n'y a personne qui peut faire abstraction de cette loi-là. Ce qui veut dire qu'il faut mettre en place, ce que Julie Kim disait, tous les mécanismes pour s'assurer que les personnes qui sont en mode travail, tu sais, on travaille 35-40 heures semaine, on est présent dans ce milieu-là, mais on a une vie autour, fait qu'il se passe d'autres choses quand on n'est pas au travail. Alors, ça se peut que des fois, même si on ne veut pas le traîner, que ça l'amène. Donc, il y a une loi qui existe pour s'assurer de mettre en place des mécanismes pour éviter que des gens vivent de la détresse ou d'être vigilants et alertes, bienveillants aux personnes qui vivent de la détresse. Fait que cette loi-là incombe à l'ensemble des employeurs, peu importe le milieu de travail où tu es. Le CPSM a aussi à mettre en place des stratégies pour s'assurer du bien-être des gens au travail.
il y a aussi plein de programmes qui se sont mis sur pied parallèlement à ça pour répondre parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. J'ai envie de dire que dans chaque organisation, il y a des gens qui sont plus à l'aise d'être des gens qui écoutent naturellement. Des personnes qui ont ça, là, tu sais, même quand on était jeune, on niaisait bien avec les salons de coiffure, là, mais moi, je trouve que la personne avec qui j'ai parlé la première fois de choses Ouais. difficiles, c'était avec ma coiffeuse. J'étais là, elle était donc bien dans l'écoute. Je me sentais ouais. super écoutée par elle. Le barber, c'est tout ce qui se passe chez nous. Aussi, ben oui, parce Ouais. que c'est une personne, tu sais, c'est facile, tu jases pas. Ils sont bons, là. En tout cas, anyways, je dis ça de même, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, le Centre de prévention du suicide, lui aussi, a des programmes. Je pense entre autres au programme Sentinelle, qui permet à des gens d'être formés dans les boîtes pour mieux intervenir auprès des personnes. Donc, OK. des personnes qui naturellement disent hey, moi, j'aime ça, être dans l'écoute de mes pairs, de mes confrères de travail, consorts de travail. Alors, on forme ces gens-là. On peut aller jusqu'à des programmes beaucoup plus soutenus où on a développé, nous, des gros programmes de prévention, sensibilisation avec des protocoles. Justement, s'il arrive un suicide dans un milieu, il se passe quoi? C'est quoi les étapes? Et c'est ça qu'on parlait tantôt de postvention. On appelle ça le protocole de postvention. Selon nous, là, puis là, je le dis là, bien, vous allez m'entendre dire ça à Montréal là, dans les prochains jours, semaines, mois, je souhaiterais que chaque groupe, entreprise, milieu de vie, scolaire, cégep, primaire, secondaire, cégep, universitaire, milieu de travail, ait un protocole de postvention. Pour nous, un protocole de postvention, c'est égal à un protocole en cas d'incendie. On sait tous, là, quand on sort d'ici, là, il y a une petite pancarte qui dit Ouais. voici ce qu'on doit faire en cas d'incendie. Nous, on veut que chaque milieu se dote de ça. S'il y a un suicide dans un milieu, ça a un impact pas juste sur la personne là, qui vient de décéder, sur sa famille, mais sur les pairs, sur les collègues au C'est sûr. travail, Ben oui. parce que c'est un milieu de vie. Alors, nous, on veut que chaque milieu de vie ait ça. Alors, vous allez nous entendre parler avec notre projet qu'on est en train de développer. Qu'est-ce là. que ça met de l'avant, Bien, ça sensibilise premièrement ça. les gens à cette thématique-là, qui a un potentiel. Il y a un comment potentiel. le gérer Oui, ou... quoi OK. faire si ça arrive. Mais des fois, tu sais, si on en parle, qu'on a un protocole, c'est déjà une thématique qui est bien acceptée dans le milieu. On sent qu'il y a de l'ouverture. Fait que si un patron, une patronne dit OK, on va avoir de la formation, on va créer un protocole de postvention. Si une personne vit de la détresse, c'est déjà que son milieu est bienveillant à cet égard-là. C'est plus facile d'aller en jaser. Fait que ça vient d'ouvrir la porte. Il n'y a pas besoin qu'il y ait de suicide, puis on souhaite qu'il n'y en ait pas. Comme on ne souhaite pas qu'il y ait d'incendie. Est-ce que la situation peut être gérée pareil pour toutes les... Moi, c'est là où je challenge un peu. Là. Je me dis, Un protocole de postvention, ça doit être adapté au c'est milieu. ça, c'est adapté au milieu. Tout le OK. temps. Parce Et que ça se c'est fait avec pas... un professionnel Je qui ne le pas ça fait. de la même manière n'importe comment. Ben Tu sais, non. ce qui arrive là, peut être différent de On d'un cas à l'autre. sous-estime en tout cas. l'impact que ça peut avoir même sur la productivité de l'entreprise. Là. Tu sais, on se dit, ben si cette personne-là est décédée, oui, Ça touche les à toute amis, l'équipe, là. toute l'équipe. Ben oui. Des fois même les fournisseurs, puis ça touche les clients, ça touche Aïe, aïe, aïe. tellement Ouais, de c'est vrai. monde. Alors, je pense qu'on ne s'est pas doté encore tant d'outils. Ça existe depuis quand même longtemps, la postvention, mais nous, on va le mettre davantage de l'avant. Fait que quand tu parlais de programme, de mise en place de Mhm. stratégie, ça n'est une, parce que ça fait juste déjà ouvrir. On est en sensibilisation, prévention, quand on a un protocole, on sensibilise que la thématique existe. Et là, on en parle de façon large. Et chaque personne qui vit un moment de détresse à un moment donné peut dire hey, on en parle dans mon milieu de vie, fait que j'ai le droit d'en parler à un collègue, je ne serai pas jugée, j'ai le droit d'aller voir mon patron parce que lui, il a mis ça en place. Fait que lui, il est déjà. Puis si Déjà le patron, ouvert il dit, mais moi, je suis pas à l'aise de recevoir ça, ben, ça arrive, ça aussi. Mon Dieu, je dis quoi avec ça? Bien là, dans son On va protocole, il y a avoir toutes cerné les quelqu'un dans ressources. l'équipe Ben qui oui, est puis une ressource. il a été formé, puis il y a toutes les ressources en plus avec lui parce qu'il y a un package de Puis ressources. j'imagine qu'un cas comme ça arriverait, on peut se tourner de bord puis appeler au CPS. Vous pouvez appeler au CPS même si on n'est pas sûr que la personne est en détresse suicidaire. On OK. peut appeler au CPS, puis nous, la force du Centre de prévention du suicide, c'est aussi de connaître son écosystème. Donc, si quelqu'un nous appelle, il ne parle pas de détresse suicidaire, mais il dit qu'elle vit des enjeux conjugales, admettons, avec son conjoint, sa conjointe, bien, on connaît les ressources qui peuvent venir en aide aux femmes, aux hommes, les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences. OK. On connaît Il y a un toutes ces travail ressources-là. d'écho, là. Bien sûr, OK. bien sûr. Super intéressant. Est-ce que tu vis un petit peu le même, Julie, le même... Tu vois en fait le même portrait? Est-ce que c'est un portrait qui est aussi... tu sais, au niveau entreprise... comment je peux dire ça? Je m'exprime pas bien. Dans les entreprises, est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui est aussi présent, sinon en augmentation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est à prévenir ou est-ce qu'il y a des traces, puis des indices, puis des choses qu'un leader peut voir qui est avant-gardiste? Tu sais? Des fois, je sais que ça peut être aussi niaiseux que tu disais la goutte, là, tu sais, Mais la blonde qui te laisse, ou tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais...
Mais la bonne nouvelle, je pense, c'est que de plus en plus d'entreprises, de leaders mettent en place des programmes de soutien en santé mentale pour leurs employés, pour leurs équipes, parce que c'est leur rôle aussi de créer un environnement qui est sécuritaire. Puis ça l'inclut de déstigmatiser la demande d'aide, parce que si on veut que ces employés soient heureux puis soient en sécurité, pas juste au niveau de la sécurité physique, mais maintenant, l'obligation, c'est de créer un milieu qui est sécuritaire au niveau mental, au niveau psychologique. On voit de plus en plus d'entreprises mettre en place des programmes de soutien où on déstigmatise la demande d'aide, où il y a des acteurs sentinelles, là, c'est comme ça qu'on les appelle, les acteurs sentinelles, là, des sentinelles qui sont là, puis c'est justement les personnes de Qu'est-ce que c'est? Je suis référence. désolé, je vous arrête. C'est quoi un... Les sentinelles, c'est Je connais pas ça. en fait, c'est le programme qui permet à des gens d'une entreprise d'être formés et OK. plus informés sur la OK. prévention du suicide et les enjeux de santé mentale. Et c'est ce qui fait que, au final, ces personnes-là reçoivent de la formation continue, des infolettes du centre de prévention pour les outiller, du Donc, des matériel à personnes distribuer. ressources, mais Des qui personnes sont ressources dans la préparées, boîte. puis qui Oui. sont... Et qui ne sont pas des travailleurs sociaux, qui Mhm. ne sont pas des éducateurs, qui sont pas des psychologues, mais qui ont envie de contribuer au milieu de vie sain que Puis vivent je les pense que c'est clients. peut-être aussi plus facile de se confier ou de parler à quelqu'un qu'on connaît, puis quelqu'un qu'on identifie, puis qu'on voit dans notre environnement de Oui. travail ou qu'on voit Puis à qui est l'école, peu formé. importe, tu sais, qui est formé pour Même bien... chez les jeunes, on le voit, Oui. de plus en plus Ouais. dans les universités, il y a des sentinelles. On met des sentinelles dans les résidences étudiantes, au sein de différents professionnels. Donc, je pense que c'est une stratégie qui est inspirante. Puis, un autre élément que moi, je trouve particulièrement inspirant, c'est que dans certains milieux plus à risque, ils vont être beaucoup plus innovateurs sur les démarches parce que, vu qu'ils sont plus à risque de vivre la détresse, on peut penser, par exemple, nous, on les appelle les gens en uniforme, Mhm. donc ils sont souvent aux premières loges de drames humains. Bon, mais eux vont souvent avoir des stratégies qui sont en place pour déstigmatiser la demande d'aide, où il va y avoir des intervenants spécialisés qui vont intervenir auprès d'eux juste pour normaliser leur présence, puis normaliser la présence, de, normaliser de Tu sais, parler de ça. je me demande même... tu vas me trouver niaiseux, je te le dis d'avance. Je me demande même... Tu sais, je prends l'exemple... Job de coroner, là. Tu fais-tu des cauchemars à tous les jours, là? Tu sais, tu penses-tu toujours à... Ça doit être... Tu comprends, c'est niaiseux ce que je dis, mais je suis comme... je- en arrière de tous ces gens-là, l'ambulancier, le pompier, le policier, la conjointe, tout le monde qui vit ça, est-ce qu'il existe je sais que la réponse est oui, là, mais tu sais, cette aide-là, elle est accessible comment? Puis pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher cette aide-là? Parce que je peux juste penser à la trace que ça laisse chez les gens. Je niaise en disant que tu fais-tu des cauchemars tous les soirs, mais Mais on peut en c'est pas faire, facile, là. puis il n'y a Tu sais? personne qui est qui est protégé Personne qui est à de l'abri vivre de la ça, là. détresse. Non, c'est ça. Personne qui est à l'abri de vivre la détresse. Ça peut être moi, ça peut être un de mes collègues, de mes collègues, mais ce qui est important, puis dans mon milieu, c'est que oui, il y a des programmes de soutien qui sont connus. On nous en parle souvent. On OK. a accès à des services. Et plus important encore, on sait qu'entre nous, on peut s'en parler. Moi, Mm. quand j'ai un cas difficile qui me touche particulièrement, on ne se le cachera pas, là, tous les décès d'enfants sont difficiles. Il y a pas, je ne dis pas qu'il y a un décès qui est facile, mais il y a des situations qui peuvent plus nous toucher. Donc, je sais que si j'ai un décès d'enfant, parce que je suis particulièrement touchée par ça, bien, c'est sûr que je vais aller en parler avec mes collègues après pour ventiler. Tu sais, on parlait de Ouais. post-vention, c'est pas juste suite à un suicide, c'est suite à un événement difficile. On parlait tantôt, tu parlais de pompiers, c'est la même chose. Dans les casernes, il y a souvent des programmes suite à des interventions difficiles, puis il y a même des travailleurs sociaux qui, dans certaines casernes, là, ils sont connus, puis ils viennent régulièrement pour justement aider tout le monde à en parler. On pense aussi aux policiers qui peuvent être aux premières loges de plein d'événements dramatiques. Eux aussi, ça va être souvent les premiers qui vont avoir des programmes spécialisés dédiés à eux, puis qui vont être adaptés à leur réalité. Est-ce que pour les gens d'affaires, Sylvie, puis en fait les deux, là, est-ce que pour les gens d'affaires, on se place, puis je dis la direction, est-ce que les gens d'affaires entrepreneurs, tu sais,
dirigeant, etc., est-ce qu'on se place peut-être dans une position qui est à risque? Ayant la pression des décisions, la pression financière, tu sais, tu disais tantôt, des fois, on sent qu'on a besoin de le porter, là. Mhm, Le problème de ma gang, ça devient mon problème. mhm, Parce que je suis faite comme ça, puis je prendrais une balle pour mon équipe, tu sais. mm. Puis, je me demande si des fois, peut-être qu'on a premièrement, une pression qui ne nous appartient pas, qu'on prend sur nos épaules. Mais est-ce qu'on est aussi peut-être dans une position où c'est plate à dire, mais ça fait un peu partie Ben, fait un peu partie de la job? tous les gens qui ont une responsabilité. Tu parlais des métiers ou des professions, les porteurs d'uniformes qu'on appelle. Ouais. Il y a comme une responsabilité sociale, un engagement. Les entrepreneurs aussi ont souvent des équipes, des fois des petites, des fois des grandes, mais qui portent aussi des familles, ces employés-là. Fait que oui, c'est des gens vulnérables, puis on en voit des surreprésentations de personnes qui vivent de la détresse. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est quand même tout, tout qu'un travail, on va se le dire, là. C'est sport. beaucoup de travail. Et les directions d'organisation aussi, les employés ne sont pas non plus exclus de ça parce qu'ils sont parfois une maman monoparentale qui s'occupe d'un enfant, tout ça. Donc, toutes ces responsabilités-là, des fois, ça devient un poids, ça devient difficile. De là, l'importance d'avoir une soupape, un endroit pour évacuer quand on vit ce genre Ben, c'est parce que la d'enjeu-là. problématique ne s'arrête pas aux employés. Non, c'est ça, c'est parce que c'est Il y a le l'imputabilité. conjoint à la maison, il y a C'est les ça. enfants, il y a le... Si ça marche pas, là, puis c'est moi qui est responsable, puis je suis imputable de tout ça, puis Ah, ça mon marche Dieu, pas, il moi, se passe quoi, là, tu sais? je pense que ça vient même un peu de ça. Tu sais, au début, je vous le disais, c'est un blocage, je pense, parce que j'ai peur du sujet, pas capable de bien en parler, comprends pas bien tu sais, un manque vraiment de connaissances, puis être en connaissance de cause des chiffres. Quand tu m'as partagé les chiffres, Mhm. Sylvie, puis avec ton équipe, là, on salue d'ailleurs Fanny et Samuel, là. Mhm. Tabarouette, c'est quelque chose, là. C'est pas des. Ben, tu sais, moi, tu nous parlais de notre Qu'est-ce travail qui est difficile. Là. Moi, je remets tout ça dans le cours de mes intervenants, intervenantes. Là. Tu sais, au final, moi, Vous avez une j'encadre cette super belle équipe. équipe-là, mais Ouais. c'est quand même plusieurs professionnels qui travaillent à tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par année. À Noël, sont présents, qui sont tout le temps là pour répondre à ces Y personnes-là. a-tu des moments qui sont. Puis là, ça n'a même pas rapport dans l'entrevue, mais y a-tu des moments qui sont plus difficiles? Ben, encore Dans là, l'année? il y a des mythes, hein, parce qu'on dit souvent que c'est à Noël, puis C'est c'est au ça? jour de l'an. Ben non, c'est pas nécessairement là. Il y a comme des périodes au mois de mai, c'est comme une période où nous, on voit une augmentation. Et genre, là, je vous dis ça, mais nous, dans la famille, on niaise, là, tu sais, le mois de novembre. Là. Oui, parce que c'est le mois des morts, là, tu sais, on appelle le Ben, je mois sais de pas, mais novembre. tu sais, c'est gris, c'est plate. Tu sais. Non, c'est pas Même en nécessairement affaires, c'est là. mort. Tu sais, c'est tout le temps plus slow en novembre. Fait que... C'est sûr que quand on fait des campagnes de promotion, on a plus d'appels, mais nous autres, ça fait notre affaire parce qu'on a accès aux gens. Fait que, tu sais, Puis la campagne de promotion vise quoi exactement? C'est de mettre de l'avant les programmes? oui, de mettre de l'avant les programmes, mais aussi de valoriser la demande d'aide, de dire aux gens que s'ils vivent des difficultés, de la détresse, il y a des ressources. Nous, on est toujours dans le mode espoir. Tu sais, Mhm. on sait que. Puis il y en a qui pensent dans les mythes que cette personne-là, elle s'est décidée. Elle va passer à l'acte, puis il n'y a rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire et tout le monde peut faire une différence. Ça, j'ai envie vraiment de le mettre de l'avant parce qu'ils ont dit je ne peux rien faire, moi, je ne suis pas formée Ben, là-dedans. c'est là où je m'en allais. Ah, Ben, mon c'est Dieu. c'est là où je m'en allais, on est rendu là. Tu disais les mythes, puis là, je trouvais ça drôle, on est bien timé, on est tabarouette, vous êtes bonne. Tu sais, il y a un tabou, je m'en ai dit tabou corporatif, mais c'est pas juste corporatif. On se rend compte, plus on en parle, puis plus je réfléchis depuis tantôt avec vous deux, c'est partout. C'est partout. Puis tu sais, il y a sûrement des gestes simples ou des mécanismes simples qu'on est capable de mettre en place qui font une grosse partie de la job pour aider. Y a-tu des petites pépites d'or que vous pouvez peut-être nous laisser? Parce que des fois, on sent qu'on n'a pas cette aide-là. Puis je dis, je prends la parole pour tous les entrepreneurs, mais Ben, c'est un peu tantôt, méconnu Justin, des t'en fois as dit comment. déjà des trucs intéressants, tu sais, d'ouvrir la porte à ce que les gens puissent venir en parler, que ce soit pas perçu comme être faible d'aller nommer ça, au contraire, que ce soit perçu comme être fort de nommer qu'on vit un moment de difficulté, de mettre en place des programmes parfois très, très simples, de dire, ben les sentinelles qu'on parlait tantôt, Mhm. ou juste de dire, ben il y a cette personne-là, elle est la personne qui va vous recevoir puis qui connaît toutes les ressources, d'avoir un bottin de ressources. Tu sais, un petit bottin de ressources simple, de l'afficher sur le babillard de la cuisine. La personne, tu sais, elle s'en va de façon, parce qu'il y en a qui ne veulent pas en parler, puis c'est correct aussi, il faut respecter ça, mais d'avoir des trucs dans la boîte qui sont toutes simples, qui permet aux gens d'avoir accès à ces informations-là rapidement. Peut être un mécanisme simple pour un entrepreneur ou
gestionnaire ou un directeur d'organisation, tu sais. Puis, tu sais, je peux me permettre de rajouter la nouvelle loi 27 là, qui met en place des obligations pour l'employeur de créer un environnement sécuritaire au niveau psychologique. Ça inclut d'être capable d'identifier les risques propres à son milieu. Donc, Ouais. dans chaque milieu, comme leader, comme employeur, il faut identifier les risques qui sont propres à son environnement, puis mettre en place des moyens, des Facteur de stratégies, des protection. facteurs de protection. Ouais. Puis ça inclut de le répéter, de le répéter, de le répéter. Facile Puis de quand on le répète, l'identifier, c'est ça qui... Mais C'est pas ça toujours se fait facile de par le l'identifier. biais du protocole de post-vention que je parlais Ouais. tantôt. Ça nous permet vraiment de dire c'est quoi votre milieu de travail, qu'est-ce qui se passe ici, Mhm. c'est quoi les enjeux que qui sont surreprésentés, qu'on voit le plus souvent. Tu sais, ça ouvre le sujet. En fait, il faut juste se permettre comme employeur, à un moment donné, de dire hey, on va en parler pour vrai. Puis on le voit même avec les publicités de la CNSST en ce moment. On parle plus juste des blessures physiques. On parle que les blessures, ça se voit pas nécessairement, mais ça peut avoir un impact. Quand on parle, justement, tu disais des policiers qui arrivent sur un décès d'enfant, un coroner qui travaille, c'est des risques pour la personne d'avoir que ça l'atteinte à long terme, là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour assurer une sécurité de cette personne-là qui est aux premières loges de ça? Même chose pour nous qui reçoivent des histoires à tous les jours de gens en détresse. Bien, nous, le CPS doit avoir Mhm. des mécanismes à l'interne pour assurer la sécurité psychologique de nos intervenants psychosociaux, que c'est ça leur travail de faire, tu Puis, sais. juste par curiosité, c'est quoi exactement le processus? Quelqu'un qui appelle, c'est le temps de le plugger, là, Oui. mais c'est le Oui. temps, c'est le temps, là. Oui. Tu sais, quelqu'un on vit quelque chose. Oui. Qu'est-ce que je fais? J'ai envie Step by step, parce Ouais. que les gens vont l'écouter. Ouais. Tu sais? J'ai envie de dire, premièrement, qu'avant qu'ils vivent quelque chose, il faudrait qu'on prévoie. Fait que là, idéalement, c'est de dire, hey, la loi 27 vient d'arriver. Moi, je vais mettre en place des trucs chez nous pour m'assurer que mes employés, mon équipe de travail et moi-même, on ait tous les outils nécessaires pour faire face à, malheureusement, peut-être un drame un jour, puis on se le souhaite à personne, soit dit en passant. Donc, de le faire avant. Maintenant, ça arrive souvent que le protocole vient après un événement tragique ou malheureux. Donc, si une personne a vécu, puis ça peut durer longtemps dans le temps. Donc, il y a eu un suicide, ça ne s'est pas passé au travail, rien de ça, mais ça a un impact sur les gens du travail. Bien, se dire, on peut évaluer, ça ressemble à quoi l'équipe de travail, comment elle est actuellement au retour le lundi quand on apprend cette nouvelle-là. Donc, le CPSM aussi fait le protocole, mais aussi peut accompagner les équipes et va évaluer. Puis on ne fait pas de la psychothérapie, là, on fait vraiment du soutien à l'équipe pour, je dirais, reprendre, vivre un deuil collectif suite à une situation malheureuse. Alors, on va travailler avec la personne identifiée, que ce soit la personne CNSST, RH ou le directeur ou l'entrepreneur, pour mettre en place un mécanisme puis un processus où les personnes pourront ventiler sur la situation. On va leur offrir aussi une multitude d'espace, du temps, mais aussi une multitude de ressources pour répondre à leurs besoins. Il y en a que ça va être, peut-être que tu as besoin de te retirer temporairement du travail. Ça se peut que ça soit juste d'aller... Ça se peut que ça soit un tour à l'hôpital aussi parce que ça a été un choc important pour toi, mais on est là pour les accompagner, puis on définit le bon moment. C'est ça le travail aussi, c'est d'évaluer à quel moment on agit. Mais tout ça se fait idéalement en amont d'une situation comme celle-là. Comme on n'attend pas que le feu pogne pour pouvoir mettre un protocole en cas Appeler les d'incendie, pompiers. hein, on le fait. On appelle les pompiers, c'est ça qui se passe quand le feu est pris. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de dire aujourd'hui, vous le savez que ça peut avoir des impacts, vous voyez agir vos équipes, vous voyez que la détresse peut être existante. Mettez en place tout de suite quelque chose qui fait que vous ne serez pas pris au piège s'il y a quelque chose qui se produit. Fait que vous appelez au centre de prévention, puis on va être en mesure de vous référer aux bonnes personnes, puis il y aura une analyse, puis on va travailler avec vous de concert à mettre en place quelque chose d'adapté pour votre Est-ce milieu. que la stratégie ou l'aide se dilue peut-être dans une plus grande équipe? Le message se dilue ou non? Pas vraiment. C'est un effet d'équipe de masse, là. Tu sais, Ça c'est un dépend des front de masse, je porteurs. sais pas. Moi, je pense que les porteurs qui en parlent, qui répètent, on est des vrais perroquets dans ces situations-là. Il faut en parler plus souvent, ouvrir la porte à ce que ce soit normal d'en parler. Ça change la donne. Alors, peu importe la grosseur, il y a des fois des petites entreprises qui n'en parleront jamais. Ça va être, tu sais... Ben, vas-y, Julie. Non, vas-y. Parce que ça m'a interpellée quand tu parlais du plan incendie. Oui. Quand il y a chaque grande entreprise, puis même comme société, on a des plans, des mesures d'urgence. Ouais. Puis, savez-vous quoi?
on se pratique annuellement et des fois, ça peut être 2, 3 fois par année. Là. On le pratique, le plan des mesures d'urgence. On la pratique incendie. Là. Ouais. Quand vous descendez du 12e étage, là, 2 fois par année, vous vous en souvenez. Mais pourquoi vous le faites? Pour être à l'aise si ça arrive. Ouais. Fait que je pense que c'est la même chose Tout à en fait. santé mentale puis en prévention du suicide. Il faut se Bonne pratiquer d'en comparaison. Ouais. parler. Il faut le faire, puis c'est en se pratiquant puis en parlant souvent En le mettant que à jour. en le mettant à Des fois, ça bouge, jour. hein. C'était Stéphanie qui s'en occupait, puis là, Stéphanie est partie. C'est qui s'occupe de ça? Pas de Ben, c'est problème. ça. Aïe, Fait aïe, que c'est là, on est un- habitué d'en Ouais. parler. C'est personne qui s'en normalisé. occupe. Ouais. C'est Fait que vrai. c'est pour ça, c'est la même chose avec les manœuvres RCR, là, ceux Ouais. qui sont dans chaque entreprise, généralement, il y a une personne qui a son RCR. Bon, ben, il faut qu'elle la pratique pour être capable Est-ce que ça tombe plus d'intervenir. dans la cour ressources... On part pas une guerre, là, mais c'est-tu plus ressources humaines? Ben, ça Normalement, dépend Sylvie, peut-être que... Je sais pas, tu peux... ça dépend vraiment des entreprises. C'est pour ça que c'est important que le protocole soit adapté. Parce que OK. chaque entreprise a ses mécanismes. Il y en a qui n'en ont pas de RH. Là. Il y en a que c'est le boss qui engage le monde, puis il y en a d'autres que c'est le coordonnateur qui s'occupe de Ouais. ça, puis d'autres fois, c'est un employé qui gère Dépendamment de les... l'envergure. Ben, c'est ça. Alors, c'est là Ouais. que l'adaptation est nécessaire. Alors, c'est pas un one size fit all pour tout le monde. Il faut vraiment que ce Mhm. soit adapté. Et je pense que c'est la force. Tu sais, les plans d'incendie sont tous adaptés aux entreprises et aux boîtes. Hein. C'est pas configuré tout pareil. On les fait pour chacune de nos boîtes. Pour nous, c'est la même chose. Alors, je crois vraiment que c'est vrai que quand il y a une structure RH, on a tendance à dire on va aller vers les RH, puis on met ça en place parce qu'ils sont responsables aussi des politiques, des protocoles, des processus. Mais au final, ça peut être l'employeur qui a vraiment ça à cœur. Tu sais, moi, un monsieur ou une madame d'une entreprise qui m'appelle pour dire moi, je vois que mon équipe, là, ils peuvent être fragiles parce que c'est pas facile ce qu'ils voient tous les jours, puis c'est épuisant, puis c'est exigeant, puis c'est. Fait que j'aimerais C'est ça des mettre de choses que quoi. tu vis, ça? Ben oui, bien sûr. Ça, tu me Puis donnes des fois, ça peut l'exemple, être. mais Oui, ben oui, ben oui, bien sûr. Je vois même des fois à la chambre de commerce, quelqu'un qui me dit hey, nous autres, là, c'est pas facile ces temps-ci pour telle raison. Puis là, tu fais ben écoutez, on pourrait en jaser pour vous aider. Puis des fois, ils nous appellent pour des trucs très ponctuels, mais dans un contexte où il y a la détresse est multifactorielle encore. c- Personne n'est formé pour est-ce que tout ça prend répondre. est-ce que ça prend un spécialiste dans ton équipe à toi? Ou la tienne, Julie? Là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être plus axés vers traiter certaines problématiques, que ce soit plus corpo, plus famille, plus... Ou dans le fond, puis je te pose la question Ouais. juste Non, les gens ça sont n'a pas plus rapport, à là, mais... l'aise, je dirais ça. Tu sais, mettons, il y en a qui sont plus à l'aise avec les personnes en situation OK, d'itinérance c'est pour ça. intervenir. Il y en a qui sont plus à l'aise, mais ça, c'est comme à cause de nos personnalités. Fait que ça n'a Mhm. rien à voir avec la formation. C'est OK. vraiment mais ils sont tous en mesure de le faire avec l'ensemble de la population parce que c'est sur des bonnes pratiques. Tout notre travail est basé sur des bonnes pratiques en prévention du suicide qui ont été évaluées, qu'il y a eu des chercheurs connectés à ça. Alors, c'est juste le confort. Une question de confort. Mais tu sais, moi, je vois aussi qu'il n'y a pas un cas pareil. Ben non, Fait c'est que ça. chaque individu a ses facteurs de risque, ses facteurs de Ouais. protection auxquels on peut agir, mais il arrive au travail Fait que c'est- avec ça. Puis je pense que c'est le dénominateur commun. Il arrive au travail avec ça, c'est sa deuxième famille, souvent le Ouais. travail. Donc, je pense que le travail peut jouer vraiment un rôle proactif en Vraiment. prévention, autant de la détresse, en santé, Ouais. pour promouvoir la santé mentale, le bien-être, que la prévention du Mm. suicide. Je trouve ça le fun parce que, bon, je disais, tu sais, on est quasiment déjà rendu à la fin. Ça paraît pas, là, mais euh, au début, je me rappelle dans la rencontre exploratoire qu'on a eue ensemble, j'ai dit à un moment donné, tu sais, il y a le cœur de papa en dedans de moi qui, je trouve ça difficile de parler de ça. Parce qu'on dirait que je ne saurais pas comment le gérer. Puis aujourd'hui, au bout d'une heure, c'est fou le nombre de pistes que vous nous avez données. Puis juste d'en parler puis de rendre ça, ça n'a pas besoin d'être grave. Ça n'a pas besoin d'être le deep puis dark. Puis tu sais, c'était un peu ça le but, je vous l'avais dit Mhm. en vous invitant sur la plateforme. C'était, on peut-tu rendre ça accessible comme information? C'est pas le fun, ça sera jamais un sujet le fun. Mais on peut-tu en parler puis le rendre, à la limite, euh, accessible? Puis dire agréable, tu sais, d'en parler que ce soit agréable, sans dire que le sujet est agréable, là. Puis ça revient à dire, tu sais, on approche un segment qui est un petit peu plus personnel à vous deux, mais comment est-ce que comment est-ce qu'un leader ou un papa peut peut-être à la limite ne pas prendre ça sur ses épaules puis juste en parler? Vous avez bien dressé les pistes.
j'aimerais peut-être juste qu'on répète peut-être les coordonnées du centre avant de tomber dans quelque chose qui est plus léger puis tu sais, propre à vous deux. C'est le moment où, Sylvie, je te donne vraiment la parole. Parce que je pense que c'est important que les gens soient informés puis qu'on sache où aller chercher cette aide-là, puis que ce soit facilement accessible. Bien, pour Montréal, le Centre de prévention du suicide de Montréal intervient entre autres sur la ligne 1866 appel. Ça, on le voit souvent même à la télé, là, actuellement, dans plein d'émissions quand on traite la thématique du suicide, on voit apparaître ces coordonnées-là. Donc, des fois, il suffit juste d'être devant la télé un soir à 19h, puis on va voir apparaître le OK. numéro. Donc, 1866 appel, qui est le numéro de téléphone pour parler de vive voix avec un intervenant qualifié. Après ça, il y a le 53 53 53 qui est par texto. On peut intervenir aussi par texto avec les personnes qui, des fois, ne veulent pas parler, ne se sentent pas à l'aise de le faire. Alors, ne pas hésiter à texter. Et finalement, il y a suicide.ca qui est par la plateforme informatique. Là, les gens peuvent clavarder. Ce service-là est en collaboration avec d'autres CPS. Là. On répond partout au Québec. C'est la particularité. Là. Suicide.ca, on répond partout au Québec avec le CPS de Sorel et le CPS de Québec. C'est les 3 mandataires là, pour suicide.ca. Ça, je dirais que cette arrivée-là a été formidable pour les jeunes, entre autres. On parlait des jeunes tantôt, mais les jeunes sont habitués de texter, d'utiliser leur téléphone, parlent moins au téléphone. Ouais, puis Alors, c'est plus impersonnel. Je pense que ouais, ça moins intimidant, enlève moins gênant. ouais, ça enlève la glace là, tu sais, de dire C'est à ça. quelqu'un là, de vivant de l'autre côté. Fait que c'est les 3 façons de nous rejoindre. Mais tu sais, le CPS fait une multitude d'autres choses, intervient aussi après un suicide pour le deuil. On accompagne les familles, on accompagne les amis, les collègues au téléphone, mais on les accompagne aussi en groupe quand ils sont rendus là. Puis nous, on est capable d'évaluer à quel moment ils sont prêts à parler avec des pairs qui ont vécu quelque chose de similaire. Et sous peu, ben, plein d'autres projets en intervention qui s'en viennent. On travaille d'ailleurs avec Julie Kim, cette volonté-là de mettre en place des filets de sécurité solides. Je pense que la force d'un centre de prévention, c'est d'être connecté, branché sur les nouvelles réalités, puis mettre en place des stratégies, donc des facteurs de protection adaptés. Alors, actuellement, on est en développement de nouvelles initiatives. Le protocole de postvention, je vous le dis, là, je vais être tannante, là, mais je veux que tout le monde en ait un. Puis éventuellement, on travaille beaucoup avec mon point d'ancrage, qui est vraiment un programme entre la sortie de l'hôpital et le retour à la maison, parce que c'est souvent une période très névralgique. Donc, on veut vraiment travailler et adapter. Et c'est la force des groupes communautaires. Je le réitère parce que je fais partie de cette communauté-là depuis tellement d'années. Ça fait 27 ans que je travaille en milieu communautaire. Puis j'ai envie de dire que l'adaptation, la capacité d'adaptation, c'est une grande force, puis de répondre à des besoins constants, tu sais, une société qui évolue, qui est en changement. S'adapter pour répondre à ça, c'est tellement gratifiant comme travail. On tombe dans un volet qui est plus personnel. Julie Kim, moi, je voulais te poser la question. Est-ce qu'il y a, de partout les expériences puis tout ce que tu as vécu, quelque chose que tu aimerais laisser aux gens? C'est le Réponds, je vais. moment, Oh, oui, c'est vrai, c'est cette partie-là. c'est le J'ai moment oublié un cette peu partie-là. inspirationnel qui est. OK, je Je vais y pense aller. que c'est important parce que vous avez les deux des parcours qui sont solides. Vous avez vu de tout. Puis je pense qu'il n'y a pas grand monde qui prenne le temps vraiment de vous remercier pour ce que vous faites. Tu sais, on le dit, là, merci, c'est génial ce que vous faites, mais vraiment, tu sais, Sylvie, Julie, les deux, vous m'avez un peu expliqué. Là, Sylvie, tu me disais tout ce que ça comprend, ce service-là, puis l'équipe qui est en arrière. Vous emmenez large, là. Vous emmenez vraiment large. Puis moi, je veux vous remercier parce que c'est une problématique que moi-même, je me sens innocent. Je ne savais pas à quel point c'est important. Qu'est-ce qu'on aimerait laisser aux gens? Puis est-ce qu'il y a une belle leçon peut-être qu'on peut tirer de tout ça? Malgré toutes les statistiques, les données qu'on voit sur les suicides, sur les tentatives de suicide, je pense qu'il faut apprendre de ces histoires-là. En fait, je pense que c'est notre devoir comme citoyen puis comme professionnel, et même chose pour les leaders, d'apprendre de ces événements-là pour pouvoir prévenir la répétition d'événements comme ça. Puis ça, c'est le rôle du coroner, d'être là pour créer des leviers de changement, mais je pense que chacun, nous avons ce pouvoir-là, que ce soit les leaders, les entrepreneurs, les employeurs. On a tous ce rôle-là. On peut avoir tous un rôle en prévention du suicide. Puis c'est vraiment ce que j'espère qu'on va retenir et qu'on formule, nous, comme coroner, comme recommandation. Est-ce qu'on peut tous avoir un rôle pour changer l'environnement, pour déstigmatiser la demande d'aide, les enjeux de santé mentale? Donc, je pense qu'on peut tous
agir. Et comme coroner, de plus en plus, les recommandations vont dans ce sens-là, de déstigmatiser, de mettre en place des services de soutien, de les faire connaître et de faciliter l'accès. C'est vraiment ça, le nerf, je pense, de la guerre, c'est de faire connaître les services puis qu'ils soient facilement accessibles. Donc, je pense qu'on peut tous un rôle à jouer, comme citoyen, comme employeur, comme ami. On a tous un rôle à Ben jouer. oui. Sylvie, malgré tous les chiffres, les statistiques, le 40, je doute que tu fasses juste 40 heures, mais le 40 heures que tu dédies à cette cause-là, Mm. quel message d'espoir en arrière de ça? Hey, moi, j'ai juste des messages d'espoir. Et en fait, quand une personne ne va pas bien, si on valorise la demande d'aide, dites-le, soyez disponible, à l'écoute. Apprenez à connaître les ressources qui existent. Hein. Ça prend 2, 3 numéros dans ton petit cardex personnel Ouais. que tu as dans ton téléphone que tu peux transmettre comme ça. Euh, moi, je pense que tout le monde peut faire une différence. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que tout le monde peut faire une différence quand une personne ne va pas bien. On parlait de notre système, tu sais, notre écosystème, nos proches, les gens. On peut tous faire la différence. Puis j'ai envie de dire qu'il y a de l'espoir parce qu'on met en place des stratégies pour toujours améliorer la façon de faire. Alors, j'ai envie juste de dire aux gens, il y a de l'aide qui existe. Si vous ne le savez pas, puis vous ne la connaissez pas, demandez autour de vous. Puis nous, on devrait tous avoir dans notre téléphone, puisqu'on en a tous un avec nous, des petites ressources comme ça qui peuvent aider les collègues, les amis ou les proches. Puis les stats, on veut les faire descendre. Nous, notre objectif dans notre nouvelle campagne, c'est de réduire le nombre de suicides à Montréal. Puis on va travailler très fort pour arriver à ça. J'en doute pas. J'en doute pas. Est-ce qu'il y a des conseils concrets, juste pour les répéter, puis je sais qu'on l'a dit même plusieurs fois dans l'épisode, puis c'était un peu voulu. Est-ce qu'il y a des conseils concrets qu'on peut mettre en place pour le segment entrepreneur, mais pas seulement entrepreneur parce que c'est notre niche ou l'audience, là, mais est-ce qu'il y a des conseils concrets qu'on peut mettre de l'avant avant de fermer cet épisode-là? Que ce soit dans l'approche, que ce soit dans la prévention, que ce soit dans tout l'aide est là. Comment est-ce qu'on peut faire changer les choses? Bien, investissez du temps là-dedans. Donc, parlez-en. Trouvez des moments, faites des lunch and learn avec votre gang. Valorisez le fait que c'est normal puis c'est correct d'en parler. Utilisez les bons termes. Ça, on n'en a pas parlé tant que ça, mais tu sais, des fois, on a tendance à ne pas vouloir dire le mot suicide, mais si on voit que quelqu'un est en détresse, on pense encore là que c'est un mythe de dire si je dis tu veux C'est te contagieux, suicider. là. Ouais. Ben oui, hein, on parlait tantôt de la contagion, mais dire as-tu des idées noires, ça ne veut rien dire. Tu sais, est-ce que tu penses au suicide? Le monde dit, mais non, on ne veut pas dire ça à quelqu'un. Oui, il faut dire ça à quelqu'un. J'ai envie vraiment de le dire aujourd'hui parce qu'à partir de là, on peut mettre et poser des actions concrètes. Tu as besoin d'aide si tu penses au suicide. Si on fait juste dire, as-tu des idées noires? Ben, elle fait une dépression, elle va pas. Ça peut être tellement n'importe quoi, les idées noires. Alors, d'utiliser les vrais termes, puis d'aller chercher l'information, puis de rester disponible et à l'écoute. C'est ce que j'aurais envie de dire comme truc, et de mettre en place des programmes dans les milieux. T'sais, on l'a dit 1000 fois, puis je vais le répéter parce que tu veux que je le répète, mais de mettre en place des programmes adaptés dans les milieux. C'était la mission. Écoutez, on est déjà rendu à la fin, mesdames. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de vous être déplacés. Je vous remercie pour ce que vous faites puis l'impact que vous avez sur autant la société que la communauté puis nos entreprises. Mais merci à toi de faire une place à ça parce que c'est le fun que vous laissiez de la place à cette thématique-là dans votre crowd, là, dans votre univers. Ben, ça fait partie du... Oui, ça fait partie du décor. Puis c'est le sujet, malheureusement, c'est la roche qu'on ne veut jamais lever, tu sais. Puis moi, le premier. Fait que cette plateforme-là, vous le savez, se veut une plateforme de motivation, se veut une plateforme qui va résonner en positif, puis se veut une plateforme qui met de l'avant aussi les initiatives, que ce soit des initiatives d'affaires, peu importe. Dans votre cas à vous, puis tu sais, je te l'ai dit plus personnellement que nous deux, Sylvie, ça existe plus qu'on pense, cette problématique-là. Fait que oui, malgré que j'ai peur de ce sujet-là, je pense que je suis la meilleure personne pour le mettre de l'avant, puis bien l'emballer, puis le livrer comme il faut. Fait que merci. Merci de votre temps, merci de votre générosité. Vous n'étiez pas obligé d'embarquer dans cette idée de plateforme-là. Vous nous avez fait confiance au début. Vous avez les deux mobilisé des équipes pour accompagner la préparation de l'épisode. Donc, voilà. Merci beaucoup d'être passé à Nature Émotive. Avant de fermer l'épisode, on invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à visiter le natureémotive.com, à s'abonner, à partager le contenu, d'encore plus celui-là qui sait ça peut aider quelqu'un.
Je te demanderais, Sylvie, peut-être juste de répéter rapidement site web, numéro de téléphone. Je sais que je suis fatigant, mais Mais là, c'est ça. on est là pour ça. C'est ça. cpsmontréal.ca pour le site web, 1866 appel pour le téléphone, 53 53 53 en texto et suicide.ca pour le numérique. Merci beaucoup. Je pense que vous devriez tous vous souvenir de ces numéros-là, comme le 911. On connaît tous le 911, le 811, le 311. Je pense que 53, 53, 53, puis le 1866 appel, ça devrait être un réflexe comme qu'on a pour le 911. Tout à fait. Génial. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci. On remercie le groupe Chevalier Séguin. On remercie Main aussi, qui est le moteur en innovation du Québec, qui supporte évidemment la plateforme et qui nous aide dans sa diffusion. Main vient de lancer un nouveau programme, le programme Parapluie, qui vient en aide aux entrepreneurs. Donc, on vous invite à aller visiter soit le main.qc.com ou le natureemotive.com où toute l'information est disponible. On remercie Éric Lacourcière et Peak Valeurs Mobilières qui sont le partenaire financier de Nature Émotive. Et on vous souhaite un bon week-end dans ce vendredi ensoleillé à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Nature Émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.